Et ça, je pense qu'on a cette crise institutionnelle dont on ne sort pas. Si vous voulez faire carrière dans l'université aujourd'hui en sciences sociales, vous devez globalement répéter le catéchisme woke, entre guillemets. Si vous ne le répétez pas, vous ne ferez pas carrière là-dedans. Donc, il y a un effondrement de l'école, il y a un effondrement des sciences sociales, ça je l'ai dit, qu'elles sont victimes d'une corruption idéologique absolument terrifiante. Et il y a aussi, je pense qu'il faut le dire, il y a un effondrement du niveau intellectuel des élites. On va rencontrer la classe politique québécoise, là, la plupart d'entre eux ont une conscience historique très limitée, très très limitée. Ils ne connaissent ni l'histoire, ils connaissent pas vraiment les... En fait, donné de base, je pense que l'histoire leur échappe, la littérature leur échappe souvent. Je le vois en France aussi, c'est moins prononcé en France, que c'est un pays qui a conservé une culture d'élite assez forte. Mais globalement, l'effondrement des élites, ça a des effets ensuite. Parce que si vous avez une culture, vous êtes un dirigeant, vous voyez la bête humaine à partir de la littérature. La littérature, c'est-à-dire aucune situation n'est réductible à un système. Il y a toujours une singularité humaine. Cette situation n'est jamais identique à toutes les autres. La philosophie. Vous vous intéressez au système de pensée derrière l'action des hommes. L'histoire. Vous méditez sur le destin des peuples, voir où en étions-nous, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre quelque chose. La sociologie, à la rigueur. Vous voyez les mécanismes sociaux à l'œuvre, et les rapports de pouvoir qui construisent une société. Eh bien, si vous avez tout ça, vous avez une vision de l'être humain assez dense, assez riche. Sinon, si vous avez rien de tout ça, vous avez seulement les journaux, et puis les statistiques produites par la technocratie, vous avez une vision terriblement statistique et déréalisée de la société. Vous pensez la connaître parce que vous connaissez des tonnes de chiffres, mais vous ne connaissez pas la bête humaine. Donc la culture générale est c'est l'école du commandement, disait le général de Gaulle, et je pense que ça demeure très vrai. Or, quand la culture générale n'est plus là, on se retrouve avec des élites qui sont pas à la hauteur. Puis, qu'est-ce qui expliquerait ça? Alors, on a cru dans les années 60-70 que la culture générale, c'était finalement la culture de l'élite. C'était un système... Puis quand tu dis élite, c'est qu'est-ce que tu veux dire? La bourgeoisie. Ouais. Donc on disait c'est le système... Pas juste les politiciens. Non, pas du tout. Donc c'était au service d'une catégorie... C'est un système de discrimination et de sélection sociale. Donc les élites prennent... La bourgeoisie imposait ses préférences culturelles aux autres, puis ça permettait de c'est un peu la thèse de Bourdieu, c'est-à-dire... On favorise les préférences culturelles de la bourgeoisie. Si vous n'avez pas ces préférences culturelles-là, vous serez discriminé, vous serez condamné aux inégalités à la marge parce que vous n'avez pas tous les codes culturels qui permettent de se hisser en société. Donc on s'est dit, cette culture-là, c'est une culture élitiste au service de quelques-uns. On va la déconstruire pour permettre à la culture populaire de s'y substituer, pour contester le privilège bourgeois dans la culture. À partir des années 90, ou 80 aussi, mais 90, on s'est convaincu que la culture générale, plus largement, était l'héritage d'une civilisation fondamentalement raciste, sexiste, maintenant on dit aussi transphobe et tout ça, xénophobe, qu'il fallait liquider, parce que cette culture-là, quand on la transmettait aux jeunes générations, on reproduisait les préjugés qui étaient au cœur de cette civilisation raciste, transphobe, sexiste et tout ça. Et il y a eu cette espèce d'esprit utopiste porté par, qui est un héritage du marxisme, qui était porté par des figures comme Touraine, comme Mérieux, tout ça, qui disait, l'enfant est en fait une promesse exceptionnelle. Il faut repartir à zéro, l'utopisme. Il faut que l'enfant construise par lui-même son propre savoir, qu'on ne lui impose pas de l'extérieur. Une culture, des normes, un savoir qui aliénerait sa créativité, qui aliénerait sa personnalité. Donc, on va lui permettre de se construire lui-même son propre savoir. Ça a culminé dans ce qu'on appelait le socio-constructivisme en pédagogie. Donc, je construis mon propre savoir. Donc, toute verticalité, toute norme, toute transmission était bannie au nom d'une forme de conception tout puissante de l'enfant, puis où le professeur devenait au mieux un géo qui était censé accompagner l'enfant pour lui permettre de savoir comment googler. Bon, alors tout ça entraînait un effondrement de l'école, et de ce point de vue, nonobstant nos options politiques de gauche, de droite, tout ça, la reconstruction de l'école est aussi une tâche de civilisation absolument essentielle. Tu as parlé aussi des universités. Qu'il y a un déclin, là? Ou ça nive vers le bas? C'est plus qu'un déclin, c'est un effondrement. Je dis pas en physique ou en chimie ou tout ça, là, ça c'est autre chose, là. Puis encore là. Mais en sciences sociales, qui sont les sciences, et plus donc sciences sociales, humanité, philosophie, qui sont normalement les disciplines mises au monde pour nous permettre de comprendre l'histoire, comprendre la société, comprendre le monde dans lequel on vit, ces disciplines, aujourd'hui, produisent une forme de savoir contrefait. C'est un faux savoir qui était en fait de l'idéologie qui se fait passer pour de la science. Et ça, pour moi, c'est catastrophique. Donc, plus vous progressez dans l'institution, plus vous progressez dans le délire.
Donc ça fait en sorte que... Et c'est... on produit... Parce que moi, je regarde ces travaux-là, évidemment, ça demeure mon point, le milieu dont je viens. Donc j'étudie ça, on produit des savoirs, mais qui sont comme je dis, des contre-savoirs qui ont la même valeur intellectuelle et scientifique que le marxisme des années 70. Puis en quoi tu discrédites ce savoir-là? Bah, je vais donner différents exemples. Quand on le voit, par exemple, il y a certains a priori, on va nous dire, sur le plan biologique, là, je reviens sur la théorie du genre, qui est pas pour rien que je reviens toujours là-dessus, quand vous avez tout un système universitaire qui vous explique quand finalement les réalités, l'ancrage biologique, l'ancrage naturel de l'identité sexuelle n'existe pas, ou est secondaire, on part sur un malentendu assez grave, si je peux me permettre. Quand vous avez, comme on l'a vu en histoire et en sociologie, une forme de discrédit de tout ce qui relève de la conception des peuples et ainsi de suite, qu'on ne veut plus voir, qu'on réduit les entités collectives à des constructions sociales artificielles qu'on peut monter, démonter, remonter, ainsi de suite. Quand vous avez une vision, réduisez les rapports sociaux à de stricts rapports de domination à partir des matrices intellectuelles héritées du marxisme. Donc, je pourrais multiplier les exemples en la matière, mais globalement, on lit, c'est un savoir, en fait, qui fonctionne souvent sur un petit noyau de formules qu'on répète sans cesse, qui sont un peu les vérités d'évangile de l'époque, auxquelles se greffent des informations plus ou moins bien digérées. Ça fait des œuvres en histoire, en sociologie, je le redis, en droit, mais sur un autre registre, qui deviennent autoréférentielles en quelque sorte. Ce ne sont plus des enquêtes qui permettent d'éclairer le monde tel qu'il est, c'est une forme de recréation idéologique du monde, comme l'était en son temps le marxisme. Et ça, je pense qu'on a cette crise institutionnelle dont on ne sort pas. Si vous voulez faire carrière dans l'université aujourd'hui en sciences sociales, vous devez globalement répéter le catéchisme woke, entre guillemets. Si vous ne le répétez pas, vous ne ferez pas carrière là-dedans. Donc, moi, je pensais que c'était juste associé genre à l'UQAM, qui avait... Ah non! Puis c'est comme l'UDM... Ah non, ce qu'on appelle l'EDI, Équité, Diversité, Inclusion, qui est la traduction administrative et gestionnaire de l'idéologie woke, ça, on a ça dans toutes les universités aujourd'hui. Et puis ça a des effets, mais ça peut avoir des effets assez loin. Je me rappelle, c'était dans la Gazette en 2022, si je me trompe pas, un papier qui m'avait... non, peut-être dans le National Post, pardon. Ouais, la Gazette. Ouais, le journal... Mais c'était dans le National Post, donc en gros, je résume la situation. J'ai pas le détail en tête, mais l'esprit est là. Un prof veut construire une équipe il a besoin d'un financement pour faire des recherches sur un laser médical particulier qui m'échappe complètement, j'ai aucune maudite idée de ce que ça veut dire, mais je comprends que c'est de la bonne science dure à l'ancienne. Pour être capable de composer son équipe, il veut les meilleurs. Donc là, il demande, je sais pas, Johnny, Patrick, je sais pas qui, mais il appelle, il fait son équipe. Lui-même est d'origine indienne, au sens Inde, donc je prends la peine de le dire. Il fait son projet de financement. On lui refuse son financement parce que son équipe est pas assez plurielle, est pas assez diverse, est pas assez sous le signe de la diversité ethno-raciale, comme on dit aujourd'hui. Donc lui, dans la composition de son projet, il dit, moi, je m'en fiche. D'ailleurs, par ailleurs, moi-même, je suis hindou, là, en passant. Il dit, mon équipe, je veux pas, genre, des noirs, des blancs, des jaunes, des mauves, des verts avec des points bleus. Je veux les meilleurs. Et les instances subventionnaires disent non. Tu vas fonctionner selon nos codes, c'est-à-dire que tu vas composer une équipe représentative de la diversité, et ensuite on verra peut-être te donner quelque chose. Donc même quand il est temps de produire des connaissances dans les domaines scientifiques durs, l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, comme approche, oriente la production du savoir et des connaissances. En sciences sociales, comme je le dis, ça donne des œuvres catastrophiques. L'influence, par exemple, aujourd'hui, d'une philosophe, entre guillemets, comme Judith Butler, qui est à l'origine de la papesse de la théorie du genre, qui a une influence immense dans l'université, alors que son savoir, c'est quand même de la bouillie. Mais c'est de la bouillie. Sa philosophie, c'est d'une nullité exceptionnelle. Et bien ça, on nous présente ça comme la philosophe de référence aujourd'hui qui aurait transformé notre conception de l'identité. C'est comme Althusser dans les années 70 qu'on nous présentait comme celui qui avait renouvelé complètement notre conception du marxisme. Donc à un moment donné, je ne suis pas de ceux qui consentent à s'incliner devant les fausses idoles. Est-ce qu'il y avait, tu sais, pour qu'il emmène ces politiques-là, là, tu sais, avec le gars hindou, là, tu dis, là, est-ce qu'il y avait un problème de, tu sais, du nombre de personnes, ou est-ce que c'était juste en fonction des Blancs qui avaient... Tu sais, pour qu'ils amènent cette politique-là, y avait-tu un problème à la base? Non, c'est un problème théorique. C'est-à-dire, pour nos amis de la gauche
c'est le concept de racisme systémique qui est derrière ça. Toute forme de disparité statistique entre les différents groupes qui composent une société, des groupes identifiés par la bureaucratie de la diversité, toute forme de disparité statistique doit être interprétée comme la manifestation d'un système discriminatoire producteur d'inégalités raciales. Donc, dans cette logique, les disparités, c'est pas simplement le fruit de comportements individuels, puis de préférences culturelles des uns et des autres, puis ça me donné c'est le même, parce que la société, c'est jamais tout égal, tout aplati. Donc, si on considère que toute forme de disparité statistique, quand on regarde la société, est le fruit d'un système de discrimination raciale invisible qu'on doit corriger, eh bien, comment on le corrige? En décidant d'institutionnaliser la diversité, entre guillemets, pour corriger une société qui, si elle fonctionnait simplement sous le signe du mérite individuel, ne donnerait pas les résultats attendus par le multiculturalisme. Bon, mais ça, on l'a devant nous aujourd'hui, puis ça fait en sorte que c'est un travail d'ingénierie sociale, c'est un travail de technocratie envahissante incroyable. Puis ça, on trouve ça, pas juste, comme je dis, pas juste à l'UQAM, mais on trouve ça dans le système universitaire, on trouve ça dans l'entreprise privée qui s'est convertie à cette idéologie. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas se tromper. Nous ne vivons plus dans un monde démocratique libéral classique. Il y a des vieux restes de ça qui sont significatifs, mais nous vivons pour l'essentiel dans un monde qui est un monde de, comme j'ai contrôle social, ingénierie sociale, contrôle idéologique, contrôle du discours public. Et il faut profiter du temps de liberté qui nous est encore accordé pour chercher à décrire ce phénomène-là, parce que ça se verrouille très rapidement, je trouve. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.